pour analyser cette actualité allemande, puis de la France de Vichy de la fin de mars 1941, extrême fin de mars, nous sommes avec André Harris, non pas parce qu'il est le directeur de la SET, non pas parce qu'il a écrit des livres sur le Parti communiste ou autre chose, mais parce qu'il est quand même le co-auteur de films inoubliables pour nous, que sont Français si vous saviez, Le chagrin et la pitié, et d'autres encore. Et il est aussi le père protecteur ou le père adoptif de cette émission, qui est évidemment très différente de ce qu'il a fait jusqu'à présent. En quoi? En beaucoup de choses. D'abord dans le fait que, moi effectivement, lorsque je faisais ce métier, j'ai surtout eu l'habitude de charcuter les documents, d'en présenter une vision qui servait en fin de compte l'argumentaire général des films. La grosse différence avec Histoire parallèle, c'est précisément qu'Histoire parallèle montre la totalité des actualités dans leur intégralité, sans rien y changer, ce qui ne veut pas dire que c'est plus forcément objectif, car après tout, ces actualités étaient elles-mêmes subjectives. Elles exprimaient un moment tout à fait subjectif de l'histoire. Mais elles étaient ce que les gens qui allaient au cinéma à cette époque voyaient sur leur écran. Et à ce titre, elles sont une indication tout à fait authentique, visible, évidente de la sensibilité du temps. Eh bien, on va les voir, donc, d'abord les Allemandes, et selon l'usage, vous interrompez. Am Sonntag, den 30. März, fand die alljährliche Verpflichtung der Jugend statt. So wie hier in Berlin wurden im ganzen Reich über 1 Million 14-Jährige des deutschen Jungvolkes und des Jungmädelbundes in die Hitlerjugend und in den BDM überführt. Der Reichsjugendführer Arthur Axmann, der die Verpflichtung der Jungen und Mädel vornahm, schloss seine Ansprache mit den Worten: Ich bin überzeugt, dass ihr im Hinschauen auf den Führer das erfüllt, was euch das Herz befiehlt. Die Jungen und Mädel geloben feierlich in der Hitlerjugend allzeit ihre Pflicht zu tun, in Liebe und Treue zum Führer und zur Fahne. Die Reichshauptstadt in Erwartung des japanischen Außenministers Matsuoka. In den Straßen Berlins drängen sich Hunderttausende, um dem japanischen Außenminister einen herzlichen Empfang zu bereiten. Die geschmückte Vorhalle des Anhalter Bahnhofs. Der Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop begrüßt den hohen Gast auf dem Bahnsteig. Neben dem Minister Generalfeldmarschall Keitel, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, der japanische Botschafter in Berlin, General Oshima, und Berlins Gauleiter, Reichsminister Dr. Goebbels.
zum Schloss Bellevue, dem Gästehaus der Reichsregierung. Les dictatures ont quand même de gros avantages, et notamment un qui est qu'on peut vraiment montrer aux gens ce qu'on veut sans crainte du ridicule. Et je dois dire que ces actualités allemandes, qui sont remarquablement faites, qui sont fantastiquement bien réalisées, ne tiennent absolument pas compte d'un éventuel esprit critique des gens. Car enfin, qu'est-ce que c'est que le Troisième Reich et sur quoi il est fondé idéologiquement? Sur la primauté de la race blanche et des grands Aryens blonds, et le mépris donc des races inférieures, des Untermensch, des sous-hommes, etc. Or là, qu'est-ce qu'on voit? Ce petit japonais microscopique qui mesure 1,40 m, qui arrive au niveau du troisième bouton de la tunique des Waffen-SS de la Liebstandarte, qui est reçu absolument comme un prince, devant lequel on déroule tous les tapis, et qui va effectivement traverser les rues de Berlin vidées, deuxième avantage des dictatures, on peut vider les rues, et les remplir, au moins remplir le bord d'une foule complètement artificielle, parce qu'on n'imagine pas que les Berlinois aient été fantastiquement passionnés par le Premier ministre japonais. Alors ça, c'est une des caractéristiques du climat qu'il faut quand même conserver à l'esprit. Der erste Weg des japanischen Außenministers führt zum Berliner Ehrenmal. Fahrt zur Reichskanzlei. Eine Ehrenformation der Leibstandarte Adolf Hitler erweist die militärischen Ehrenbezeugungen. Der Führer empfängt den japanischen Außenminister zu einer längeren Aussprache.
Die Besprechung über die schwebenden politischen Probleme verlief im Geiste der herzlichen Freundschaft, die Deutschland und Japan verbindet. Oui, là, il faut dire quand même que Matsuoka est impressionné, mais moins qu'on peut le croire. Parce que chez lui, dans un régime militariste, des cérémonies comme ça, il en connaît. Et il sait très bien que l'armée japonaise, ce qu'on ne sait pas en Europe à cette époque, parce que avec la défaite, avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas tellement eu les yeux fixés sur la campagne de Chine et de la guerre entre le Japon et la Chine. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les tanks soviétiques viennent de flanquer une vraie raclée aux tanks japonais avec des équipages mongols quelques mois plus tôt. Or, les Japonais l'ont parfaitement en mémoire, cette bataille, et ça les persuade que l'alliance avec l'Allemagne, certes, il faut la conclure, mais si possible, pas contre l'URSS. Or, le grand voyage dont on voit le commencement ici, en Allemagne, se perpétue ensuite en Italie, puis à Moscou, et à la surprise générale, les Japonais n'ont pas conclu l'accord militaire espéré avec les Allemands contre les Russes. Contre les Américains, oui, mais contre les Russes, non. Après la guerre, on s'est interrogé là-dessus, on a dit, mais ils ont commis une grave erreur, etc., etc. Peut-être, ils ont commis une grave erreur pour pas attaquer au moment de la bataille de Moscou, dans le dos, les Russes, mais la raison, elle est là. Et ce voyage est un voyage d'observation qui fait pour apprécier la réalité des choses, et contrairement à ce qu'on croit, les Russes l'impressionneront plus, et pour cause, que ces Allemands. In Karin-Hall empft der Reichsmarschall den japanischen Außenminister zu einer längeren Unterredung, in der auch gemeinsam interessierende wirtschaftliche Fragen behandelt wurden. Außenminister Matsuoka trägt sich in das Gästebuch von Karin-Hall ein. Nach 5-tägigem Aufenthalt verlässt der japanische Außenminister die Reichshauptstadt. Wieder umsäumen Hundertende Berliner den Weg zum Anhalter Bahnhof und bereiten Matsuoka herzliche Ovationen. Der Reichsminister des Auswärtigen verabschiedet sich von dem hohen Gast, der sich nach Rom begibt. Eine Panzerreparaturwerkstatt unseres Heeres in Bulgarien. Jedes Fahrzeug wird nach einer bestimmten Anzahl von Betriebsstunden gründlich überholt. Die Panzerkampfwagen müssen stets voll einsatzbereit sein. Bulgarische Offiziere besichtigen die Feldwerkstatt. Bulgarische Schüler.
Bei einer Stuka-Gruppe. König Boris von Bulgarien erscheint zur Besichtigung der Gruppe. Bomben aller Kaliber. Nachschub für das deutsche Afrikakorps. MG-Schutz gegen englische Luftangriffe. Ankunft auf afrikanischem Boden. Generalleutnant Rommel, der kommandierende General des deutschen Afrikakorps. Il faut peut-être dire un mot quand même de ce qu'a été le formidable mythe Rommel. Le maréchal Rommel, qu'on voit là d'ailleurs peu de temps après qu'il ait été décoré par le Führer de la croix de chevalier avec étoile de diamant, enfin je ne sais quoi, je ne suis pas spécialiste des décorations allemandes, mais enfin c'était le plus haut niveau. Il était à cette époque encore complètement acquis au Troisième Reich et il était très proche du Führer. Il va devenir le vainqueur de la bataille du désert. Il va aller à Tobrouk, ça va être très très rapide. Et très rapidement, dans l'armée britannique, il va devenir aussi un mythe. Les officiers britanniques auront dans leur tente des photos de Rommel. Il fallait jamais oublier qu'ils avaient en face d'eux cet homme et ils avaient des photos pour le leur rappeler. Ça se gâtera évidemment plus tard, à partir des L'Alamein, quand l'armée allemande subira des défaites, quand l'Afrika Korps de Rommel commencera à refluer sous la poussée essentiellement britannique. Et là, Rommel demandera des secours au Führer que le Führer lui refusera, et va naître un conflit qui se terminera en 1944, au moment de l'attentat du 20 juillet contre Hitler, par la mise en cause du maréchal Rommel lui-même, lequel sera acculé au suicide. Et il est devenu, toujours jusqu'à aujourd'hui, pour les Allemands et pour les Occidentaux, il reste une espèce de mythe d'officier chevalier qui a su résister au totalitarisme. C'est pas tout à fait vrai. Il y a résisté, mais pas tout de suite. Oui, plus tard, au moment où la défaite aussi s'annonce. Oui. Mais alors, il y a un trait de ce que vous dites qui est intéressant, c'est que les Anglais avaient la photo de Rommel, un peu comme le chevalier ennemi qu'on va combattre. Ouais, oui, mais il faut dire que la bataille du désert, comme on l'a appelée par la suite, était une guerre en or pour les militaires, parce qu'il n'y avait pas de civils. C'était un désert, les militaires pouvaient donc s'entretuer tranquillement entre eux, sans gêner, sans interférer dans des systèmes de vie qui étaient évidemment pas faits pour simplifier la vie des militaires. Les militaires sont toujours agacés, exaspérés par la présence de civils qui viennent gêner leurs mouvements. Eh bien, dans la bataille du désert, ce n'était pas le cas. Il y avait bien quelques bédouins qui allaient de dune en dune, mais qui se sauvaient d'ailleurs très vite devant les barrages d'artillerie, et donc les militaires restaient face à face à leur plus grande joie. Vormarsch gegen Osten.
Die Oase, eine eigene Zeitschrift des Deutschen Afrikakorps, unterrichtet auch hier den Soldaten über das Geschehen der Zeit. Der tiefe Sand stellt an Menschen und Maschinen höchste Anforderungen. In vorderster Linie. Deutsche Flakartillerie sichert den Vormarsch und Nachschub. Jeder Ring ein Abschuss. Schon greifen englische Flieger an. Die Flakartillerie schießt eine Sperre. Eine Spitfire ist zur Strecke gebracht. Die erste Trophäe auf afrikanischem Boden. Verhör eines englischen Jagdfliegers. Hier ein abgeschossener Wellington-Bomber. Die Besatzung, die mit dem Fallschirm absprang, wird verhört. Wetterstation unserer Luftwaffe. Ein Pilotballon wird aufgelassen. Messung von Windgeschwindigkeit und Abdrift. Das Wetter ist günstig. Deutsche Zerstörer sind zum Gegenangriff gestartet. Da sind sie. Englische Stellungen inmitten der Wüste. Einsatz schwerer deutscher Seestreitkräfte im Atlantik. Im geschlossenen Verband stoßen sie vor und greifen die für England bestimmten Geleitzüge an. Der Flottenchef, Admiral Lütjens, hat seinen Stab zur Besprechung versammelt. Freizeit an Bord.
Das Bordflugzeug wird katapultiert. Es soll das Seegebiet im weiten Umkreis aufklären. Das Flugzeug kehrt zurück. Die Flieger erstatten dem Kommandanten Meldung. Ein weit auseinandergezogener Geleitzug ist festgestellt worden. Er wird sofort angesteuert. Die Gefechtsstationen sind besetzt. Schuss vor den Bug. Morsespruch, stoppen Sie sofort. Die Besatzung eines Dampfers ist in die Boote gegangen und wird von einem der Schlachtschiffe übernommen. Durch Schüsse in die Wasserlinie wird das feindliche Handelsschiff schnell zum Sinken gebracht. Der zweite Engländer, trotz ausdrücklichen Verbotes, gibt er Funkzeichen und verrät damit den Standort des Verbandes. Jetzt wird der Dampfer durch deckende Salven zusammengeschossen. Die Besatzungsangehörigen, darunter einige Verwundete, werden an Bord des Schlachtschiffes in Sicherheit gebracht. Vom Nordatlantik wird in den Mittelatlantik vorgestoßen. Ein deutsches Unterseeboot erhält Anweisungen für gemeinsame Operationen, in deren Verlauf weitere 41.000 Bruttoregistertonnen versenkt wurden. So konnte dieser Verband schwerer deutscher Seestreitkräfte, Tausende von Seemeilen von der Heimat entfernt und unter der Gegenwirkung fast der gesamten englischen Schlachtflotte insgesamt 116.000 Tonnen feindlichen Schiffsraumes versenken. In einem Falle wurden in knapp 30 Stunden 16 bewaffnete feindliche Handelsschiffe auf den Meeresgrund geschickt.
Schiff um Schiff sinkt in die Tiefe. So werden Großbritanniens Lebensadern durch die Operationen unserer schweren Seestreitkräfte auch in Seegebieten, die England völlig zu beherrschen glaubte, vernichtend getroffen. Bien, alors André Harris, vous disiez tout à l'heure que quand vous faisiez des films, vous sélectionniez des documents pour suivre le récit, pour faire le récit et suivre l'histoire que vous vouliez raconter. Les historiens de l'écrit, comme moi, souvent font ça aussi. C'est-à-dire qu'ils sélectionnent un document plutôt qu'un autre et ils se contentent de dire d'où il vient, sans légitimer le choix des documents. Or là, on a des documents dans l'intégralité. Comment vous réagissez? C'est extrêmement intéressant. Par exemple, si on montait un film, on pourrait par exemple prendre les dernières séquences où on voit des bateaux de la Kriegsmarine, de la marine de guerre du Reich, complaisamment mis en scène, alors qu'ils coulent quoi? Des cargos, sans défense. Je veux dire, il n'y a aucun héroïsme à tirer des salves d'artillerie de marine sur quelques malheureux cargos. Et si on charcutait les documents, on pourrait prendre ces documents-là pour montrer, par exemple, le côté un peu dérisoire, et éventuellement pas très brillant, de ce qu'a été la guerre, la bataille dite de l'Atlantique. À l'inverse, si on veut faire un truc héroïque sur ce qu'a été dans le même temps la bataille de l'Atlantique, on pourrait montrer des combats entre les navires allemands et les sous-marins britanniques. Seulement, ce qui est plus embêtant, c'est que quand il s'agissait d'une guerre avec de vrais risques, les caméramans avaient beaucoup moins de latitude pour tourner. C'est ce qui se passe d'ailleurs, par exemple, moi qui ai fait un film sur la guerre de 14, on ne voit jamais de soldats en train de mourir. Non. Il y a 3 plans pour toute la guerre. Alors que des soldats morts, on en voit plein, bien sûr. Eh bien, on va voir maintenant les actualités donc, de Vichy, dont le climat et l'ambiance sont évidemment très différents. La Coupe nationale de rugby. À Toulouse, le secrétaire général au sport, M. Jean Borotra, est venu présider la finale de cette populaire compétition. 2 grandes équipes de sélection sont en présence. Languedoc-Roussillon en blanc et Pyrénées-Béarn-Bigorre. On sait que cette année, chacune des 2 zones avait sa compétition particulière. Et en même temps que se déroulait à Toulouse ce match suprême de la zone libre, un second se déroulait à Bordeaux entre l'équipe de Paris, qui devait l'emporter, et celle de la côte basque. Ici, 2 équipes techniques égales et également athlétiques s'opposent. Mais dès le début, les avants des Pyrénées se laissent dominer par leurs adversaires. Les Languedociens mènent bientôt le jeu, mais sans conclure. Finalement, c'est par 7 points contre 6 que Roussillon-Languedoc enlève pour la zone libre la Coupe nationale de rugby. À Toulon, 28 coureurs, parmi lesquels les plus grands noms du cyclisme français, comme Vietto et Le Groves, et Stécher, vont disputer sur 190 km de Toulon à Toulon, en passant par Marseille et Aix, le 10e critérium national de la route. Belle épreuve qui, réservée à une élite, permet de confronter les valeurs des anciens et des espoirs. Dès le départ, les concurrents ont mené un train rapide. À Bandol, Cogan et Giorgetti ont démarré et réussi à prendre le large. À La Ciotat, l'ordre des coureurs demeure inchangé. Au passage à Marseille, Giorgetti et Cogan ont 5 minutes d'avance. Le peloton, emmené par Pernac, se voit de plus en plus réduit. Et la course va se poursuivre sans changement jusqu'au col de l'Ange. À ce moment, Cogan a perdu Giorgetti, victime à son tour d'une crevaison. Benoît Faure, qui à 41 ans est de loin le vétéran de la course, affichant sa forme d'il y a quelques années, a faussé compagnie à ses camarades. En un retour éblouissant, le courageux Stéphanois rattrape Cogan, lutte un instant avec lui et le dépasse. À Toulon, Benoît Faure a réussi à décramponner Cogan et arrive seul au Vélodrome. Benoît Faure, le vétéran, a enlevé le 10e critérium national. Lyon, l'ancienne capitale des Gaules, vient de recevoir la visite de la fortune sous la forme de ce gros lot de la 2e tranche 1941. Sous les feux croisés des photographes et du cinéma, les heureux gagnants sont venus palper les beaux billets de 5000 francs que la chance leur dispensait. Certes, les gagnants n'ont pas tous des âmes de vedettes et on en voit de modestes.
Les gagnants sont 49 qui se partagent les participations émises par la Chambre syndicale des débitants de tabac du Rhône. 49 qui comptent à eux tous 100 enfants. Jamais gros lot ne semble avoir été mieux réparti. Et cette distribution est un acte dans une belle histoire consacrée à la bonté, à la pitié, à la charité. N'oublions pas que le bénéfice de la loterie va au secours national. L'Espagne gardera désormais les reliques de Saint-Firmin qui fut le premier évêque d'Amiens et qui est le patron vénéré de toute la Navarre. Reçu à Canfranc par les représentants de l'évêque de Pampelune et les autorités provinciales, la délégation française, conduite par M. Pietri, ambassadeur de France à Madrid, M. Xavier Vallat et le général Jouard, a remis la chasse précieuse à ses gardiens définitifs. Puis, dans les rues de la ville en fête, une procession conduit les reliques du saint patron de la vieille Navarre à l'église San Laurent, qui devient ainsi pour toute l'Espagne l'un de ses grands sanctuaires nationaux. Une fois encore, dans la piété, se rejoint l'esprit des deux nations sœurs. Et cette journée, c'est une nouvelle journée de l'amitié franco-espagnole. En Suisse, des troupes composées d'agriculteurs sont démobilisées pour permettre d'améliorer l'approvisionnement du pays. Ceux qui hier montaient la garde aux frontières seront demain dans les champs à tracer le sillon. On a quitté les vieux camarades de garde et d'exercice, on a quitté l'atmosphère amicale et sévère des postes de montagne. On retrouve ici la famille, la vie d'autrefois. Et demain, on reprendra le mancheron de la charrue, on guidera à nouveau les attelages dans les labours. La bataille agricole n'est pas moins importante pour la Suisse que la faction aux frontières. Dans une Europe troublée, la Suisse, bien que neutre, souffre cruellement des rigueurs du blocus. À Pau viennent d'arriver 121 militaires et civils français réfractaires à la dissidence, rapatriés d'Afrique équatoriale. Internés pendant des mois à 30 km de Brazzaville, ces Français refusèrent de prendre part au mouvement tenté en certains points de l'Empire. Ils rentrent aujourd'hui dans leur patrie, libérés et rapatriés grâce à l'énergie du commandant Camas, commandant militaire de Lubangui-Chari, après un périple qui les a conduits par les côtes d'Afrique jusqu'en Espagne et de là en France. Ces 75 soldats des troupes coloniales, ces 25 civils, ces 17 femmes et ces 4 enfants, symboles vivants de la loyauté de l'Empire, crieront ici joyeusement « Vive Pétain ». À hier, voici venu le jour de l'incorporation des recrues. On sait que le service militaire supprimé par l'armistice est remplacé par un stage obligatoire de 8 mois dans des camps de jeunesse où les jeunes Français apprendront au milieu des durs travaux, à l'air libre, à se mieux connaître et à se faire cette âme courageuse et forte, ces muscles solides qui forgeront demain le nouveau destin du pays. Heure joyeuse et saine où dès l'abord se révèle ce bel esprit de santé et d'amitié qui est celui des camps de jeunesse. Ainsi commence cette vie de sport, de travail, d'équipe qui donnera à la France son esprit nouveau. Toute classe mêlée, il n'y aura plus de mains blanches ni de mains noires, rien que des mains hâlées par le même soleil et les mêmes embruns, rien que des mains habiles aux mêmes travaux, des mains qui sauront tenir une pioche, manier un pic, tresser un filin, construire une barque. Il n'y aura